26 février 2025. Bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH Podcast pour les membres Patreon. Vous avez été nombreux à nous donner des questions pour cet épisode-là. Et puis aussi pour les membres Patreon, on a quelques épisodes en banque sur le patreon.com/TSLH Podcast. On a le top 15 des espoirs des Canadiens accessible déjà. On a également l'entrevue avec David Saint-Louis. Mais pour cet épisode, on l'a sorti de son hibernation. Très content d'être avec toi, Simon Saint-Laurent du TSLH Espoir. Saint-Lô, comment ça va? Très content de t'avoir avec moi pour cet épisode-là. Ouais, ben pareillement, je suis content d'être là, surtout qu'on est juste tous les deux, ça fait plus intime un peu, fait que... Exact. Un petit tête-à-tête avec une petite pinte, un petit drink, à parler d'espoir. J'adore ça. Ça va être une belle soirée pour nous autres, évidemment. Les gens qui écoutent aussi à la maison, merci d'être au rendez-vous. On vous a concocté un petit épisode assez relax, mais assez complet en même temps. Ce qu'on a fait, c'est que on va le dire comme ça, première apparition de Saint-Lô sur un épisode régulier, en dehors des War Rooms. Pour un premier épisode avec Saint-Lô, on a fait appel aux auditeurs pour poser des questions à Saint-Lô sur les espoirs en général, sur le repêchage. Donc, on a fait une bonne collecte, honnêtement. On a plusieurs questions là, des membres Patreon, des gens sur Twitter également qui ont participé. Donc, beaucoup de contenu qui s'en vient dans l'épisode. Je commencerai d'abord, Saint-Lô, par te demander, parce que c'est connu dans le TSLH Espoir, ben, c'est du moins la réputation que les gens t'ont prêté. Tu as des opinions assez différentes, premièrement du consensus, puis souvent des opinions différentes des autres boys du TSLH Espoir. Fait que je suis curieux de t'entendre sur, premièrement, ton appréciation de la cohorte 2025 jusqu'ici. Je te dirais, c'est pas une cuvée que j'aime personnellement. C'est sûr, tu sais, pour analyser la qualité d'une cuvée, il y a plusieurs repères qu'on pourrait se donner. Fait que dès le départ, ce serait vraiment de regarder le sommet du repêchage. Est-ce qu'il y a des bons espoirs, mettons, dans les 3 à 5 premiers? Je te dirais, la drop de talent cette année est très, très, très tôt. Je te dirais, déjà après 2, il y a une chute quand même considérable. Ensuite, quand on regarde un repêchage, on peut regarder la profondeur un peu de la première ronde, même des espoirs, des beaux paris, des beaux risques à prendre pour les rondes plus tardives. Je te dirais, depuis l'an passé, je fais un peu attention à me prononcer sur les repêchages parce que souvent, je suis moins emballé puis j'avais l'impression un peu de sonner comme une vieille cassette qui tourne en boucle puis se répète. Là, que à chaque année, j'arrivais et je disais, le repêchage n'est pas bon. Tout ça, là, je sais que les gens, ça semait un peu de la controverse ou ça venait briser des rêves. Là. Mais une des autres façons que je détermine à savoir si j'aime un repêchage, c'est de me dire combien de joueurs que je pousserais pour eux. T'sais, mettons, je travaille pour une organisation, il y a combien de joueurs que dans les débats de fin d'année, ben, lui, je pousse pour le monter, lui, je pousse pour le monter. Fait que, combien de joueurs que je pousse pour eux, puis aussi à quel rang sont situés ces joueurs-là. Fait que, mettons, repêchage de 2022, c'était pas un repêchage que j'aimais beaucoup. Par contre, quand je regarde en rétrospection, il y avait quand même plusieurs joueurs sur qui j'aurais poussé. Fait que, mettons, ben, Korchinski, Mintukov, ils ont sorti quand même tôt. Mais un gars comme Snuggerud, Bixel, Pickering, il y avait des gars dans différentes strates que j'aurais poussé, même des gars de deuxième ronde. J'aimais beaucoup Julian Lutz à l'époque, Artyom Duda. Fait que, même l'an dernier, j'en avais parlé un peu entre chaque, mettons, du 1 à 5, 5 à 10, 15 à 20, et ainsi de suite. Il y avait toujours au moins 1 à 2 joueurs que j'aimais. Tandis que cette année, je te dirais des joueurs pour qui je pousserais. Il y en a peut-être, je sais pas, 2, 3, là, pas plus que ça. Puis c'est des gars qui sont top 10. Fait à partir de là, il n'y a pas vraiment de joueurs qui m'emballent plus qu'il faut. Fait que c'est un repêchage, je te dirais, je trouve peut-être un peu plate là, à scouter. Là. Il y avait une question en lien avec ça, justement, au niveau de la force du repêchage. Puis c'est dans le plus technique, je te dirais. Puis c'est Charles Damien qui l'a posé. Simon,
selon toi, les tiers, ça ressemble à quoi cette année? Sans vraiment délimiter précisément à tel rang, tel tiers termine, mais tu parlais de drop tantôt. Ça ressemble à quoi cette drop-là? Où est-ce qu'on peut commencer à la sentir, cette drop-là, dans le potentiel? Ben pour commencer, moi, les tiers, personnellement, je travaille pas vraiment avec ça. Là. Je dirais dans la saison, oui, je vais me faire des tiers pour que ça soit plus facile de. Mettons, tu as 3-4 joueurs dans le même tier, ben là, si tu les regardes dans une période de temps plus rapprochée, c'est plus facile de comparer, puis ensuite de départager qui s'en va où, qui passe devant qui. Pourquoi je ne travaille pas avec des tiers, c'est que je te dirais, je travaille plus sur des ranges de rang pour chacun des joueurs. Fait que, tu sais, un joueur, je pourrais le voir, exemple, entre 11 et 14. Puis dans ce même tier-là, ben, il y a un joueur, je pourrais voir entre le 12e et le 20e rang. Fait que ça dépend de la récompense puis le risque. Cette année, comme je disais, là, à partir de 2, déjà, il y a un bon drop quand même. 1, c'est un tier tout seul. 2, c'est un tier tout seul. Après, ça serait peut-être 3, 4. Après, ça générerait un 5 à 7. Par contre, je te dirais, à partir du 11e rang, là, je peux étirer jusqu'à 20 en ce moment, que je ne suis pas certain là, de l'ordre de ces joueurs-là. Puis, je n'ai pas encore tranché sur beaucoup de ces joueurs-là. Là, fait c'est rare que je dis ça, là, mais c'est plus large un peu cette année. Normalement, c'est souvent des strates de 2-3 joueurs, parce qu'à un moment donné, tu arrives, tu travailles pour une équipe, ben il faut que tu tranches à quelque part. Tu ne peux pas dire entre 2 et 11, prends n'importe qui, puis ça revient du pareil au même. Là. À un moment donné, il faut que tu arrives avec une réponse qui est concrète. Fait que, c'est ça. Pour cette année, en ce moment, de 11 à, mettons, 20, là, c'est pile-mile beaucoup. Jusqu'ici, dans les podcasts, dans les discussions qu'on a eues avec les gars, il y a un nom qui ressort beaucoup là, au niveau au niveau du coup de cœur des observateurs du TSLH Espoir, et c'est Carter Bear. Charles Damien demande, est-ce que Carter Bear est aussi un coup de cœur de Saint-Lô, ou t'en as, si tu veux t'avancer sur un coup de cœur selon toi pour cette cohorte-là? Bear, moi, c'est un gars que j'aime depuis l'an dernier quand même. Il jouait avec Everett. J'aimais beaucoup Julius Mietinen l'an passé. Fait que je l'aimais quand même bien. Puis même après le repêchage, on avait resté, là, moi et Simon Servant, puis on s'était parlé de Carter Bear, justement. Là. Simon l'avait déjà dans sa première ronde 1 an à l'avance. Puis je lui avais dit, justement, je pensais que j'étais pas mal un des seuls qui connaissait Bear. En début d'année, déjà, quand tu le voyais, lui et Mietinen jouer ensemble, tu as un peu déjà dans l'arrière-pensée les séries qu'on venait de visionner. Puis là, tu vois Mietinen et Carter Bear ensemble sur l'échec avant. Puis tu peux pas ne pas voir ces gars-là, puis ne pas, mettons, les anticiper déjà dans un contexte de série, puis ne pas aimer ces joueurs-là. Par contre, je dirais pas que je l'aime assez pour dire que c'est un coup de cœur. C'est un gars que j'aime bien, là, il est comme 10e dans ma liste, mais je suis pas de là à dire, mettons, c'est un boy. Puis, c'est vraiment comme tu le sens, mais es-tu à l'aise? Y a-tu un joueur en particulier qui t'a tombé dans l'œil? Pas nécessairement à partir de l'année passée, mais un joueur que tu dis cette année, hey, lui, je m'attendais pas à ça, mais Colin, j'aime vraiment beaucoup son profil. Ben, admettons pour les boys, c'est sûr, O'Brien, c'est un joueur que j'aimais vraiment beaucoup déjà l'an dernier. Fait que, quand j'avais écrit mon texte sur Marek Van Acker, son coéquipier, j'avais justement là, écrit un petit paragraphe sur O'Brien. En fait, ce que je disais, c'est que déjà l'an dernier, moi, je le voyais top 5. Puis j'avais dit, tu sais, c'est un joueur qui allait commencer dans les listes de début d'année, qui allait être plus aux alentours du 15e rang. J'avais dit, deuxième moitié de saison, tout le monde va l'avoir entre 6 et 10. J'avais même prédit qu'elle allait frôler les 100 points. Puis si c'était pas de la blessure à Van Acker, puis son retour au jeu qui était un peu plus lent, là, il a répété cette année le 100 points, Jake O'Brien. Fait que c'est ça, depuis l'an dernier, moi je l'aime vraiment beaucoup. À 16 ans, voir un gars dicter le jeu, contrôler le tempo comme ça, c'est juste pas quelque chose d'usuel là, que tu es habitué de voir. Puis, je ne l'ai jamais vu faire d'erreur l'an dernier avec la rondelle. Il y a même des passes que il faisait des passes, puis je me posais la question, combien de joueurs dans la Ligue nationale en ce moment peuvent faire cette passe-là? Puis souvent, les réponses, c'était pas plus que 5. Là. Fait que, c'est vraiment un gars qui m'a tapé dans l'œil. Puis sinon, je peux quand même m'avancer sur un autre joueur que j'aime beaucoup, c'est Lyndon Lakovic.
C'est sûr, c'est pas le genre de gars qui mange les bandes là, à chaque soir. Par contre, quand je regarde, mettons, les joueurs, à part Michael Misa, Lakovic est probablement l'attaquant qui a son chemin tracé pour s'établir haut dans un alignement d'une équipe de la Ligue nationale et le plus évident, si on veut. Là. Fait que, tu sais, juste l'aspect, le gabarit, le coup de patin, à mes yeux, c'est le meilleur joueur de transition du repêchage, possiblement le deuxième meilleur fabricant de jeu derrière O'Brien. Puis Lakovic, tu sais, avec les Warriors de Moose Jaw, maintenant que Jagger a été échangé, c'est quand même très mince. Puis il y a des fois, je le regarde jouer, puis je me dis, j'aimerais ça le voir un peu plus transporter l'équipe sur ses épaules. Par contre, encore là, c'est un peu comme Beckett-Seneca l'an passé. Je ne compare pas les deux joueurs, mais tu sais, Seneca, il y avait des questionnements dans son cas qui étaient justifiés puis qui étaient valides. C'était à savoir, ben, sa production offensive était relativement ordinaire jusqu'à ce que Callum Ritchie et les deux commencent à jouer ensemble. Puis moi, le contre-argument que je faisais par rapport à ça, c'était que quand tu regardes le profil de Seneca et ses habiletés individuelles, c'est un gars que dans la Ligue nationale, tu le projettes avec ton meilleur joueur de centre ou à la limite ton deuxième meilleur joueur de centre. Fait que tu le vois déjà sur un top 6, il va jouer avec les meilleurs joueurs. Fait que finalement, s'il ne drive pas le jeu dans le junior par lui-même, ben, ça ne sera pas ça son rôle dans la Ligue nationale. Ça va plus être un gars qui va complémenter. Fait que Lakovic, c'est un peu comme ça que je vois les choses avec lui. Là. Fait que peut-être qu'en ce moment, je suis trop optimiste. Puis je vais peut-être me rétracter par rapport à ma position sur lui depuis qu'il est revenu au jeu. Mais pour en ce moment, je te dirais, je mentionnais, il n'y avait pas beaucoup de gars pour qui je pousserais. Lakovic, c'en est un. Là. Même s'il y a des défauts, là, comme je disais, il ne traverse pas les bandes, le gars, là, mais j'aime le profil beaucoup. Je trouve ça intéressant que tu amènes le nom de Beckett-Seneca parce que dans les questions, il y avait des questions de comparaison entre des espoirs de cette année et des espoirs de l'année passée. Puis dans l'eau, il y avait la comparaison de Jake O'Brien avec Beckett-Seneca. Là, on vient de faire l'exercice avec Lyndon Lakovic, mais dans les autres comparaisons, je trouve ça intéressant à apporter. On parle de James Higgins. En quoi on pourrait le comparer avec l'année de repêchage de Logan Cooley, selon toi? Ben c'est sûr, il y a des parallèles quand même évidents là, qui s'offrent du fait que c'est deux joueurs de centre avec un peu le même style de jeu, qui aiment conserver la rondelle longtemps sur leur bâton, créer de l'attaque. Je te dirais par contre, je sais qu'il y avait des questions qui allaient revenir sur James Higgins, mais je peux en parler tout de suite. Là. J'ai jamais aimé ce joueur-là. Ouais, c'est ça. J'ai jamais aimé James Higgins. Depuis la première fois que je l'ai vu, quand il avait été rappelé avec les moins de 18 ans, je trouvais dans le fond que pour le style de jeu qu'il préconise, il fait toutes les erreurs typiques qu'on s'aperçoit d'un joueur de ce style-là. Fait que j'ai jamais vraiment été un fan de lui. Puis tu sais, je mentionnais d'un gars qui aime ça garder la rondelle longtemps sur son bâton. Logan Cooley, moi j'avais été sévère un peu avec lui dans son année de repêchage. Puis il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, mais une, c'en était que ben c'est ça, il conservait la rondelle, son bâton trop longtemps, il faisait des jeux de fantaisie. Mais quelque chose que j'ai sous-estimé, c'est vraiment son intention, son désir d'être le meilleur sur la glace, puis de faire une différence, puis de prendre la pression sur lui, puis de step up aux grandes occasions. Puis James Higgins, dans beaucoup de mes visionnements, ce que je trouvais, c'est qu'il aime ça avoir la rondelle, son bâton longtemps, s'il y a justement il y a de l'espace, il y a le temps pour le faire. Je trouvais que quand le jeu se refermait sur lui, ben, rapidement, il se débarrassait de la rondelle, puis il faisait des erreurs. Là, fait que ça, j'ai jamais vraiment aimé ce joueur-là. Puis je te dirais, je l'ai vu, je pense, 21 fois jusqu'à présent, Higgins, puis j'ai beaucoup plus de mauvais visionnements que de bons. Là. Même mes bons visionnements, ben, je sors de là, puis je me dis, il a été correct. Sans plus vraiment. Là. Fait que j'irai avec Logan Cooley. Puis, si on poursuit là, dans le sujet de James Higgins, il y avait Charles Thériault qui demandait, en fait, c'était comme une observation quand même, là, mais mentionnait que James Higgins semble se faire dominer sur le plan physique dans les matchs qu'il avait regardés. Il est projeté comme un centre niveau NHL, mais Charles a des doutes par rapport à ça.
Charles se demande, est-ce qu'on peut le comparer, mettons, à un Jack Hughes diète? Ouais, ben tu sais, le style de jeu avec un peu comme on dit, la comparaison avec Logan Cooley, tu sais, Jack Hughes, c'est un peu dans le même style. Côté physique, c'est vrai, moi tout, ça m'a surpris. Il se fait quand même justement dominer. Puis l'an dernier, tu sais, on avait Berkeley Catton. C'était curieux quand même parce que les deux, il y avait les mêmes mensurations, la même grandeur, le même poids. Par contre, quand tu les regardes, mettons, sans équipement, en donnant des entrevues, ils n'ont pas le même frame. Je trouvais justement qu'Higgins, il y avait un peu un meilleur frame, tu sais, le cou plus large, les épaules plus larges, puis tout. Puis, tu sais, dans la vie, moi, je suis préparateur physique. Ben, en fait, je suis kinésiologue. Fait que j'avais vu des vidéos d'Higgins s'entraîner cet été, puis j'avais quand même aimé ce que je voyais. Tu sais, son entraîneur, il priorisait les bonnes choses, il le faisait entraîner plus en force, puis tout ça. Fait que j'ai quand même été surpris de le voir se faire renverser comme ça sur la glace. Là. Puis par rapport au doute, ben, comme je disais, il y a beaucoup de déchets dans son jeu, de la fantaisie ou des passes en se retournant. Là, un peu comme Zegras fait souvent. Là, moi, ça me rend malade un peu. Là. Puis par rapport à, même on peut en parler, Cooley puis Jack Hughes, c'est que si Higgins a une chose que ces joueurs-là n'ont pas, ou plutôt n'avaient pas à leur année de repêchage, c'est que Higgins a un meilleur tir qu'eux. Par contre, en NCAA, je trouve il y a de la difficulté. Il y a comme une fraction de seconde de trop. Là, fait que beaucoup de ses tirs se font dévier, se font bloquer. Fait que ce qui pourrait finalement tourner en sa faveur, ben, il n'est pas en mesure de l'étaler et de le montrer. Là. Fait que Higgins, c'est ça. Au niveau du risque, moi, en fait, c'est pas tant un risque, là, mais c'est son plafond et son plancher. Je pense pas qu'il y a une énorme différence. Là. Moi, à mes yeux, c'est un deuxième centre. Maintenant, c'est de savoir c'est-tu un deuxième centre qui va te faire sacrer dans une équipe moyenne, voire faible, ou c'est un bon deuxième centre d'un club qui peut rivaliser? Le verdict n'est pas tombé, mais je ne suis pas pantoute high là, sur Higgins. Je te dirais qu'en début de saison, quand je le regardais, tu mentionnais les passes là, quand il se revire, là, puis moi tout, ça me gossait solide. Je trouvais que son anticipation sur les passes était très mauvaise. Et souvent, les passes étaient trop en avant, trop en arrière de ses coéquipiers. Euh, Fait que, tu sais, je mettais ça un peu sur le dos de l'adaptation, de la rapidité en NCAA au niveau de sa transition. Puis j'ai regardé des matchs récemment pour faire un scouting report pour Jacob Fowler. Puis je voyais encore les mêmes affaires. Fait que, tu sais, sans nécessairement enlever le talent de passeur de James Hagan, je trouve que son adaptation à la NCAA est peut-être pas aussi impressionnante qu'on pouvait s'attendre de lui, versus d'autres espoirs qu'on a vus dans les dernières années. Là, Un petit comme Higgins, l'an dernier, je ne l'ai pas tant regardé, là, pour être honnête, parce que le programme américain était faible. Fait que, quand je regardais Cole Iserman, c'était en shift by shift, puis il ne jouait pas sous le même trio. C'est Camille Bednarik, souvent le centre de Iserman. Fait que, je m'étais gardé une gêne un peu à prendre une position plus basse sur Higgins dès le départ. Quand on regarde un peu le record de points qu'il a brisé au U18, il faut quand même contextualiser aussi que la Finlande, c'était faible, la Suède, c'était faible, République tchèque, c'était moins bon, puis leur meilleur joueur, Adam Irichek, il était blessé. Il y a eu le Kazakhstan, la Norvège. Fait que j'accorde pas tant d'importance là, à ce qu'il a fait l'an dernier. Là. non, c'est clair. Puis des fois, c'est ça le risque aussi. On s'appuie sur ce qui s'est passé la saison passée, puis des fois, ça peut être un peu trompeur. Euh, dans un dernier petit comparatif, là, j'essaie de retrouver c'est qui nous avait envoyé la question. Je pense que c'est Daniel Alexandre, mais je suis pas sûr. Mais bref, tu nous excuseras, cher membre. Euh, je l'ai perdu dans le cloud. Là. Mais bref, Porter Marton versus Juraj Slavkovski. Au niveau du style de joueur, au niveau du potentiel que tu entrevois de Porter Marton, est-ce que tu trouves que ces deux joueurs-là peuvent se comparer dans les styles? Comparé dans les styles, peut-être. Moi, j'avais plus vu la question comme lequel entre les deux tu prends. Ma Ah, ben ça réponse, peut ça être. serait. C'est ça aussi, hein. Ça peut être ça Ok. aussi. Hein. Ma Oh, ouais. réponse, c'est Slavkovski. Pour Marton, pour bien comprendre un peu le portrait global du joueur,
c'est important de regarder l'ensemble de sa carrière junior. Fait que Morton, il avait été sélectionné premier dans le repêchage d'Ontario. Au départ, il appartenait au Sting de Sarnia. Puis quand il est arrivé dans la Ligue de l'Ontario, il n'était pas capable de se mettre en marche. Ça n'allait pas bien avec le Sting. Finalement, il a été échangé à Mississauga. À l'époque, c'était Mississauga. Puis à partir de là, ça l'avait bien été. Début d'année passée, il avait fait le tournoi Linka, étant donné que c'était un late. Il avait bien fait. Puis ensuite, il y avait des matchs, mettons, au mois de novembre, que je l'avais vu jouer, puis je me disais, c'est un gars que possiblement, oui, il pourrait être un contender pour le premier show overall. Puis à un moment donné, il est tombé en panne complètement. Lui, puis c'était Luke Missa, son joueur de centre, qui n'était pas un joueur que j'appréciais pour le repêchage, mais au niveau junior, ça demeure un bon fabricant de jeu, puis il a quand même du talent. Puis c'est quand la dernière fois, tu en as regardé quand même beaucoup là, dans les dernières années, mais des espoirs, mais c'est quand la dernière fois que tu vois un duo au sein d'une équipe junior qui domine, que là, on les sépare, pas pour balancer les trios, mais juste parce qu'ils tombent au neutre. Les deux, tu sais, ça arrive jamais. Fait que déjà, dans le passé, il y avait comme des problèmes avec la constance, avec Morton, puis sa saison recrue aussi. Puis cette année, moi, je te dirais, là, c'est un peu comme Egan, j'ai aucun bon visionnement sur lui. Je te dirais un des joueurs qui a le plus gros potentiel de bust ou de flop. Le pace, c'est un gros problème. Je le trouve qu'il joue un peu lent, surtout en zone neutre. Beaucoup d'erreurs aussi, comme je le dirais directement de même, de la paresse, littéralement. Les pieds ne bougent pas, il commet un revirement, il n'y a pas plus de pushback pour récupérer son erreur. Fait que beaucoup d'erreurs. Puis, tu sais, Morton va falloir aussi qu'il se décide c'est quoi son identité en tant que joueur offensif. Tu sais, l'an dernier, ce qui était attrayant avec lui, c'était la qualité du maniement de rondelles avec une si grande portée, la créativité. Par contre, cette année, le volume de tir au but il est très faible. Fait que dans la Ligue nationale, si tu ne diriges pas beaucoup de rondelles au filet, tu n'en marqueras pas beaucoup des buts. Puis, côté fabricant de jeu, je te dirais, je serais très généreux en disant que son taux de succès il est mixte. J'ai plus de mauvaises passes, de mauvais jeux que justement du bon playmaking. Là. Fait que c'est ça. J'ai bien de la misère avec Morton. C'est un gars, tu sais, il est comme plus aux alentours de 10. Là, puis en ce moment, je ne toucherais simplement pas. C'est sûr, à un moment donné, ben, tu dis, le gars, tu l'as top 10 parce qu'il faut que tu le classes à quelque part quand même. Là, mais c'est un joueur, je me tiendrai loin de lui pour le moment. C'est fou pareil, hein, parce que, en tout cas, j'ai hâte de voir. Parce que Morton, dans la sphère, tu sais, je parle de Twitter, mais dans la sphère du scouting, là, c'est au sens large, là, c'est encore un gars qui est vu comme un top 5, mettons, puis nous autres, au mid, ça n'a pas été le cas. Puis là, en plus, tu viens d'ajouter ton grain de sel en mentionnant que moi, top 10, c'est OK, puis même à ça, j'y toucherai pas. Là. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que Porter Martin va terminer dans les listes en général, un peu partout sur ce qu'on peut lire à la fin de la saison. J'ai surtout hâte de voir au repêchage où est-ce qu'il va sortir. Je pense que c'est un genre de profil qu'une équipe pourrait avoir confiance pour le développer, mais c'est fou pareil la drop. Là, ce gars-là, l'année passée, il était dans la discussion pour le first overall. Pas grand monde parlait de Matthew Schaefer, mettons, au début de la saison 2023-2024. Beaucoup de monde parlait de Porter Martin. Puis là, ben, je sais qu'au TSLH Espoir, Matthew Schaefer, ben, on a commencé à en parler à la fin de la saison, début été, au Linka à peu près. Mais tu sais, Porter Martin a longtemps été dans les discussions pour être un haut choix. Puis là, la chaîne semble complètement débarquer là, dans son cas. Là. Ouais, puis il y a beaucoup de monde, ils établissent des comparaisons avec Corey Perry ou les frères Ketchuk, mais Martin, il n'y a pas d'aspect physique dans son jeu. Là, puis même, je vais recommencer à faire des vidéos bientôt, là, mais j'ai des séquences qui se fait brasser, puis il se relève, il y a 2-3 occasions d'aller frapper un gars, d'aller terminer ses mises en échec, il passe à côté. Même, souvent dans les dernières années, vous avez parlé de des joueurs qui semblaient vouloir engraisser le fiche statistique un peu là, dans des débandades, mettons Andrew Crystal ou Linka. Puis à chaque fois que je vois Martin finir une mise en échec, j'ai l'impression que c'est une mise en échec qui est juste là pour sa feuille de statistiques. C'est à peine pour dire qu'il va se coller un peu contre le gars le long de la bande. C'est pas une mise en échec, mais c'est comme un peu pour padder les stats. Là.
Ou genre une mise en échec que le gars, tu sais, ça fait 2 secondes qu'il n'est pas à rondelle, ta mise en échec, tu l'appliques, puis dans le fond, tu sais, oui, tu sors le gars du jeu, mais le jeu est déjà fait, tu sais, l'impact de la mise en échec est quasi nul rendu là. Fait que non, je vois le style. Je vois le style. Euh, Tiens, tu viens de mentionner quelque chose qui m'intéresse, puis il y a une question par rapport à ça. C'est Charles Damien qui la pose encore une fois. Puis, parce que tu mentionnais que tu ne toucherais pas à Porter Marton, si tu étais une organisation, évidemment. Euh, Est-ce que tu peux t'avancer puis dire, ben, les joueurs ou certains joueurs qu'à tes yeux, là, ce serait vraiment, là, moi, je repêche pas ce gars-là pour X et Y raison, mettons. C'est un peu difficile à répondre parce que j'ai le no-draft facile, moi. Quand même pas mal. Là, puis... c'est que, mettons, quand tu montes une liste de 1 à 32, tu classes les gars des fois, mettons, je sais pas, il faut que tu les classes à quelque part. Mais au final, quand tu débats avec ton équipe, les autres scouts, je pousse-tu pour monter ce gars-là pour qu'on le repêche ou finalement pour le descendre? Puis, les gars qui te laissent un peu indifférent et tu n'es pas sûr, ben, au final, tu le prends pas là, si tu as encore beaucoup de questions par rapport à lui la veille du repêchage. Tu as des gars, tu es obligé de classer, comme Alexander Holtz, moi je ne l'aimais pas, il fallait que je le mette quand même 10, 11 à cause du pedigree ce qu'il y avait. Dans les dernières années, tu as des gars comme, je sais pas, Nate Danielson, Braden Yeager, ben, il faut que tu le classes à quelque part, mais tu sais, moi de la façon dont je vois les choses, c'est qu'avec tout le temps, les efforts, l'énergie qu'on a investi là-dedans, tu te mets à la place d'un recruteur, tu te dis, tu voyages aux 4 coins du globe, puis tu te promènes, tu travailles une année complète, tu t'en vas pas repêcher un joueur qui te laisse tiède. Il faut vraiment que tu sois passionné par un gars pour te dire, ben, je le vois dans le futur de mon organisation, tout ça. Fait que, finalement, c'est ça. Les joueurs pour qui je pousserais sont très minimes. Des gars no draft, ben, il y en a, là, mettons, que j'aime pas du tout. Malcolm Spence, c'en est un. Kashon Aitchison, c'en est un. Puis, il y en a quand même plusieurs que j'aurais pas d'intérêt à repêcher, mais à un moment donné, quand tu montes ta liste, ben, il faut que tu mettes les gars quelque part. C'est comme Cole Iserman l'an passé, je l'avais mis 20, mais techniquement, je voulais rien savoir de lui. Là. Puis, quand tu lis les ouvrages, mettons, de Hockey Prospect ou même les guides de recruits dans le temps de Grant McCagg, il y a des recruteurs à LNH sous couvert d'anonymat qui sont sondés, puis souvent, ils vont dire, ben, ce gars-là, il faut que je le mette à quelque part, je vais juste le mettre derrière 1 ou 2 joueurs que je le sais qui vont sortir après. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est je le sais, je le repêcherai pas, mais je le garde quand même haut pour pas avoir l'air trop fou. C'est un peu ça que ça veut dire. Ouais, puis c'est clair que si tu travailles pour une équipe, tu le sais, mettons, qu'il faut que tu vas repêcher, mettons, entre 7 et 10 peut-être. Fait que là, tu vas te classer des joueurs qui vont probablement sortir dans ce range-là, mais à part de ça, il y a des joueurs que tu vas te faire une liste à part, puis tu vas dire à ton DG, hey, moi, ceux-là, je touche pas à ça, puis ça. Là. Fait que, alors que tu pourrais très bien les classer 15e, 16e. Là. Fait que c'est la réalité, justement, de travailler pour une équipe versus faire des listes pour informer les gens comme on peut le faire de notre côté. Puis d'ailleurs, ça faisait partie d'une question de Nathaniel Laforêt, puis je la trouvais quand même un peu drôle. Je trouve que la réponse est dans la question pareil. Je vais la lire à moitié parce qu'elle rentre pas toute dans le taker en bas. Mais Nathaniel nous disait en privé, depuis quelques années, je me risque à faire une liste top 32 pour les repêchages. Je réalise souvent qu'à la fin de cette démarche, mon top 32 est souvent teinté par les besoins de mon club préféré. Puis la question par rapport à ça, c'est quand on fait des listes de meilleurs espoirs, comment faire pour faire une liste impartiale sans porter ses lunettes de partisan d'une équipe? Moi, j'ouvrirais le bal en disant je suis partisan d'aucune équipe, fait que j'ai pas ce problème-là. Ouais, c'est ça. Ouais, la question est bonne. Je te dirais. Je vais tu me mets les mots dans la bouche, je pense. Là, je suis partisan d'aucune équipe, fait que je ne le vois pas de cette façon-là. Par contre, c'est sûr, tu sais, moi, j'ai des.
je te dirais, tu as toujours des préférences que tu vas avoir. Puis moi, il y a quelque chose que je fais, c'est peut-être que le temps va prouver que j'ai tort, c'est que des fois, mettons, si un gars fait quelque chose qui est unique à mes yeux, des fois, je suis porté de le mettre plus haut que, mettons, tantôt j'ai parlé d'Iserman. J'avais Julius Miettinen un rang avant lui. Puis Julius Miettinen, c'est un gars que je vois quand même comme au meilleur de sa forme, un troisième centre. Iserman, c'est top 6 ou rien. Fait que là, quelqu'un pourrait se dire, ben, pourquoi tu ne prends pas le gars qui a un potentiel de marquer 30 buts au lieu de prendre le gars qui va jouer 3, 4e centre? Ben, c'est ça. J'ai mes préférences à moi, puis c'est ça. Je préfère un gars qui apporte quelque chose d'unique qu'un gars qui a des failles dans sa game. Fait que, c'est ça. Tu as toujours un peu un biais là, par rapport à tes propres préférences. Puis pas mal tout ce que je peux dire. Là. Ben, c'est ça, c'est parce qu'on fait la liste un peu pour nous, on la fait pas pour une organisation. Tu sais, moi, c'est sûr, c'est drôle, PL dans le chat, il dit pas les pingouins, Matt. Ben, oui, je suis un fan des pingouins, c'est juste qu'on repêche jamais en première ronde, fait que j'ai pas à, j'ai pas à faire une liste comme si je repêchais pour les pingouins. Là. Mais tu sais, en repêchant pas pour une équipe, c'est sûr que, mettons, tu me mets dans la chaise d'un scout d'une équipe qui recherche des défenseurs droitiers, ben c'est sûr que je vais faire en sorte d'aller cibler les 2-3 meilleurs défenseurs droitiers puis les présenter à mon équipe puis montrer le profil puis ça. Quitte à peut-être les classer un petit peu dans le range des gars dans la sélection qu'on a. Fait que, mais tu sais, comment faire une liste impartiale? Ben, c'est vraiment ça. C'est de faire la liste en fonction de tes propres croyances, en fonction de tes propres les choses que tu apprécies le plus chez les joueurs. Chaque personne a un peu sa tendance. Moi, je sais que j'ai une certaine. Pas une faiblesse, mais moi, personnellement, j'ai comme une tendance dans le passé avec David Reinbacker, avec David Jiricek, de pas nécessairement projeter plus loin, accrocher sur le maximum que ce défenseur-là peut m'offrir, puis plus regarder ce que je vois présentement puis me dire hey, il y a beaucoup de lacunes dans le jeu. Moi, je le classerais pas super haut. T'sais. Puis pour David Jiricek, on a eu le débat avec David Saint-Louis dans l'épisode. Moi, c'est ça. C'est genre Anton Silayev aussi, je pourrais le rentrer là-dedans. Mais je serais scout pour une équipe. Je sais très bien que ce sont des profils qui sont recherchés pour une équipe. Fait que, est-ce que mon évaluation serait différente? Mes observations seraient les mêmes, mais probablement que mon classement serait différent si je sais que mon équipe cherche un gars dans ce style-là. Si on fait abstraction d'être le fait d'être partisan d'une équipe, je te dirais, moi, le plus gros challenge que j'ai quand je monte ma liste, c'est de trouver un équilibre qui est juste entre le rationnel puis le émotionnel. Fait que, je parlais des joueurs qui m'éveillent une passion. Miettinen, c'en était un. Puis comme je dis, c'est un gars probablement plus bottom six. Mais là, je le mets-tu trop haut? Je le mets-tu pas assez haut? Là, finalement, ben, si je l'aime plus que ces 3 joueurs-là qui suivent, pourquoi je le mettrais après eux? Fait que c'est ça qui est un peu compliqué. Comme un gars comme Anton Lundell, moi, je ne l'aimais pas. Fait que je l'avais mis super bas en sachant très bien qu'il pourrait me faire mentir. Là, quand tu regardes ça par après, tu te dis, ouais, mais ces joueurs-là, ils étaient risqués, pourquoi je les ai mis avant lui? Puis là, ben, tu regrettes un peu ça. Fait que c'est ça, c'est de trouver un juste équilibre. C'est pas toujours facile. Non, exact. On se rappellera que ma toute première liste au TSLH Espoir, j'avais mis Mathieu Savoy deuxième. Fait que au niveau de l'émotion, là, je me suis laissé peut-être un peu emporter cette année-là avec lui. Simon Limoges, dans la même ligne de pensée, si on veut, posait comme question quelle qualité chez un joueur peut le faire grimper sur ta liste? Puis quel défaut pourrait faire en sorte qu'un joueur va chuter dans ta liste? Ben, je te dirais, moi, les joueurs, comment je les évalue, là, c'est que c'est comme un peu un canevas blanc. Il n'y a rien. Puis je commence pas à regarder chaque aspect du jeu, puis j'essaie de grader ça. C'est vraiment, j'analyse ce que je vois. Fait il y a des choses sur lesquelles je passe plus de temps sur un joueur, j'accorde plus d'importance. Si, mettons, je veux faire une réponse courte, je dirais l'intelligence, c'est quelque chose que j'accorde beaucoup d'importance. Puis je trouve des fois que c'est pas un aspect chez les joueurs que je trouve qui est évalué correctement. Fait que
il y a beaucoup de joueurs, des fois, sur qui, justement, j'ai des interrogations, puis je trouve que c'est pas mis de l'avant. Fait on dirait que je deviens comme plus porté à vouloir exposer les carences de ce joueur-là. Fait peut-être que des fois, justement, je recule un joueur bas dans ma liste, puis c'est quasiment pour faire un statement que il y a des choses que les autres n'ont pas vues que moi je considère avoir vues. Fait réponse courte, je te dirais l'intelligence, mais à partir de là, c'est du cas par cas. Il y a un joueur qui peut avoir une carence en particulier, mais qu'il y a des attributs qui viennent un peu pallier, compenser à ça. Fait c'est pour ça que j'aime ça vraiment, moi, analyser en détail. C'est que je peux justement peser les pour et les contre de chaque joueur, puis avoir un portrait qui est plus complet. Fait que c'est vraiment du cas par cas, là, mais c'est ça. Faire histoire courte, là, le IQ puis le sens du hockey. Alright. Là, cette question-là, je la trouve intéressante. Je la trouve le fun surtout parce que ça me concerne pas cette année. Je fais pas de liste. Fait que je me sentirai pas attaqué. Faut que je la retrouve dans la... Voilà, c'est Charles Thériault qui pose la question. En fonction des listes des boys du TSLH Espoir, quel joueur, selon toi, est peut-être le plus surestimé dans les listes qui sont sorties au TSLH Espoir présentement, puis le joueur qui est le plus sous-estimé? Tu sais, sans rentrer dans... Anyway, on le fait en privé, là. Hey, moi, tel gars, je comprends pas. En tout cas, on a des discussions en masse en privé, mais tu sais, y a-tu, mettons, un gars que tu penses avoir une meilleure, pas une meilleure évaluation, mais une évaluation plus favorable pour un espoir versus les autres boys? Puis à l'inverse, y a-tu des gars que tu dis, hey, moi, non, lui, je sais que vous l'aimez, les gars, là, mais moi, je suis pas capable, là, mettons. Faudrait que j'aille la liste des gars en avant de moi. Là, je peux me gâter, là, je peux tracher les gars. Ils sont même pas là en plus. Que... Ouais, c'est ça. On parlait dans leur dose. Ouais, c'est ça, c'est dur à dire. C'est dur à dire, je connais pas le liste par cœur, mais j'ai parlé de Cachon et Chesson tantôt. Fait que je dirais ça pourrait en être un, là, puis je dis ça sans vraiment savoir les gars de la VU. Là, je présume que c'est pas probablement tout aux alentours du 20e rang. Puis, il y a des très bonnes chances qu'il va sortir dans ces eaux-là au repêchage. Là. C'est juste, je parlais d'intelligence. Ça en est un gars sur qui j'ai vu trop d'exemples de décisions douteuses, mettons. Là. Fait que c'est pour ça que moi, c'est une des raisons pourquoi je l'aime pas. Malcolm Spence, j'en avais parlé un peu aussi que je ne l'aimais pas du tout. À cette heure, un joueur que je trouve qui est bas. Je sais pas si tu le vois à l'écran, Simon, mais je t'ai mis les listes des gars. J'ai juste caché les noms, là, comme ça, on saura pas qui tu traches. Ok, là, je voyais juste la première colonne. Je dirais Jackson Smith, il est peut-être un peu bas pour moi. Par rapport à où ce que eux l'ont, moi, je l'ai plus haut. Fait que je dirais Jackson Smith, je pense qu'il est bas un peu par rapport à ce que moi j'ai. Cachon Etchison, tu vois, c'est assez unanime dans le 19-18. 19-18. Ouais. Ouais, fait que, sinon Spence, moi, je l'aime pas du tout. Seb le bas, fait que c'est correct. T'es Team Seb dans le cas de Malcolm Spence, c'est bon, ça. Alright, ben non, mais c'est intéressant. Puis tu sais, on le sait, là, de toute façon, juste avec les gars, les divergences au niveau de la liste cette année, on a remarqué qu'il y en avait beaucoup plus que dans les années passées. Puis tu sais, c'est quelque chose qu'on remarque aussi avec tes listes. Fait que tu sais, je trouvais la question bonne, tu sais, sans nécessairement tracher les gars, là, on s'entend. Puis de toute façon, avec la chimie qu'on a entre les boys, si on a à se tracher entre nous autres, ça va se faire, là. Fait que... Mais, ouais, c'est ça. C'est ça. Les couteaux ont volé bas. Non, mais. Je viens d'y penser un joueur, moi j'ai plus bas, c'est Caleb Desnoyers. Que t'as plus bas, ouais. Ah, mais ouais. ça, je voulais y aller dans cette discussion-là, Simon, puis j'aime que tu apportes le sujet. Tu sais, ça a été. Je vais ressortir la question, puis on va lancer la discussion Caleb Desnoyers. Là. Daniel Alexandre Bisson, il demande, tu sais, pour le CH, serait-il mieux de repêcher Caleb Desnoyers ou Carter Bear plus Justin Carbonneau? Fait que, tu sais, si tu veux répondre à la question initialement, puis après ça, on va parler de Desnoyers plus en détail. Ben, c'est sûr, ça serait la deuxième option.
compte tenu que Carter Bear il est devant Desnoyers sur ma liste. C'est ça, moi, Desnoyers, c'est ça. C'est un joueur que j'apprécie quand même là, pour le pedigree, le background qu'il a. Il travaille fort. Parmi les attaquants, je te dirais c'est lui qui a distribué les plus grosses mises en échec que j'ai vues cette année. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans son jeu, justement, quelques détails et tout ça, mais je vois simplement pas le potentiel top 6 en lui, je pense. Il y a beaucoup de limites là, en fait, dans les schémas offensifs qu'il va utiliser. Je compare pas du tout les joueurs comme étant similaires, mais côté distribution de rondelles en avantage numérique, j'observe les mêmes limites que j'observais chez Consta et Lenius. Je pense que ça pourrait être un joueur qui pourrait glisser un peu dans les mêmes ranges que Elenius a été choisi. Côté comment il approche ses confrontations 1 contre 1 avec les défenseurs, ça et tout, dans son maniement de rondelles, je trouve il y a des limites aussi. C'est peut-être pas un grand créateur de jeu. Fait que, moi, je ne vois pas le potentiel top 6 en lui. Puis, encore là, c'est pas pour être sévère, être critique envers le joueur, là, parce que c'est quand même un gars que j'apprécie dans certaines mesures. Mais si on parle de sélection cette année, moi, on parle évidemment du CH. Là. Je ne vois pas vraiment c'est quel trou qui vient combler. Des gars un peu de ce style-là, avec ce potentiel offensif que moi, je vois limité. Mais je pense que le Canadien, on a quand même déjà beaucoup. Fait que c'est pas un gars que je targeterais. J'ai l'impression que son profil se polarise de plus en plus depuis que depuis peut-être les fêtes à peu près. Tu sais, Caleb Desnoyers nous a laissé une belle impression au tournoi Lenka, puis tu sais, veut pas, il y a une bonne équipe dans la LHGMQ, fait que ça s'est comme poursuivi, puis j'ai l'impression que la tendance a comme tombé à la baisse autour des fêtes. Puis tu sais, là, il y a Elite Prospect, puis on a eu la discussion avec David Saint-Louis, tu sais, Elite Prospect n'est pas super high sur Caleb Desnoyers. Puis là, on dirait que la tendance est à la baisse pour lui. Tu sais, je sais que les gars au TSLH Espoir, c'est comme varié, là. Tu sais, il y a comme, toi, t'es pas super vendu. Il y en a qui sont prêts à l'approcher du top 5. Euh, est-ce que est-ce que c'est une question de plafond de potentiel dans son cas ou si c'est vraiment parce que on se rend compte que le profil est peut-être un peu bonifié par le fait qu'il joue avec une bonne équipe dans la GMQ? Ouais, ben, moi, c'est vraiment le manque de potentiel. Là. Je pense pas que le plafond il est si alléchant que ça. Puis, à part ça, ben, c'est comme je dis, j'aime l'intensité avec laquelle il joue, sa dévotion pour son équipe. C'est pas un gars que je balayerais du revers de la main et dire j'ai aucun intérêt à repêcher ce joueur-là. Là. Je l'aime pour ce qui est Desnoyers, c'est juste ça. Je le vois peut-être d'un œil différent là, de d'autres personnes là, par rapport justement au plafond offensif. Là. All right. Autre question, Marc Paré. On parlait de Desnoyers là, qui appliquait des bonnes mises en échec pour un des meilleurs chez les attaquants pour appliquer des mises en échec. Mais dans le repêchage 2025, est-ce qu'il y a plusieurs joueurs au style rugueux, papier sablé, qu'on peut trouver, que ce soit à la fin de première ronde ou qu'on pourrait avoir accès en deuxième ronde? Ben, je dirais qu'il y en a quand même plusieurs. Anton Frondel, c'en est un. On a parlé de Desnoyers, même Carter Bear qui revient. Justin Carbonneau, c'en est un qui a ce style-là. HSN que j'aime pas. Brady Martin, même Ivan Ryabkin aussi, c'en est un qui est quand même très festif, là, je peux dire, feisty. Par contre, ce qui arrive avec ces gars-là, c'est que quand tu les regardes, c'est tous des gars qui ont des gabarits qui sont quand même très moyens pour ce qui est de la Ligue nationale. C'est tous des gars de 6 pieds, 6 pieds 1, gros top. Fait que, je pense qu'au niveau de la Ligue nationale, ce qu'ils font en ce moment de style rugueux et de papier sablé, je pense pas que ça va être une grosse plus-value qu'ils vont apporter au prochain niveau. Là. Je pense pas qu'ils vont arriver et ça va infuser là, une petite saveur unique de papier sablé et de robustesse. Ces joueurs-là, d'après moi, sont loin de la stratosphère, mettons, un Ryan Leonard qu'on a vu dans les dernières années pour ce style-là. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que quand tu préconises ce genre de style de jeu-là, c'est que tu deviens aussi un adversaire marqué aux yeux de
aux yeux de l'autre équipe. Là. Fait que, un gars comme Aitchison, oui, il distribue des grosses mises en échec, mais c'est quand même un gars de 6 pieds, Aitchison. C'est pas un monstre physiquement. Puis, je dirais même, moi, cette année, je l'ai vu plus souvent se faire brasser que de brasser les autres. Oui, il cherche à déranger d'un sifflet, puis il veut se pogner avec le monde, là, mais je l'ai vu se faire coucher plus souvent qu'il en a couché d'autres. Un exemple que j'aime souvent revenir avec ça par rapport à ça, c'est Joachim Kemmel. Kemmel, tu l'as vu beaucoup en Liga, il distribuait les mises en échec allègrement. Personne ne venait jamais répondre. Il faisait ce qu'il voulait sur la glace. C'est quasiment comme celui du shérif, mais c'est un gars de 5 et 11, Kemmel. En Liga, il frappait. Personne ne venait l'avertir ou il rentre la monnaie de sa pièce. Il arrive au championnat du monde junior, il se fait pincer dans le centre par Reed Savage. Savage, c'est un gars de 5 pieds 10. Là. Puis, et je te confirme que dans la Ligue américaine, Kemmel, c'est pas un joueur rugueux. Là. Vraiment pas. Là. Ouais, je l'ai pas vu dans la Ligue américaine, mais ça me surprend pas pantoute. Là. Fait que non, c'est ça. Oui, c'est un bon point que tu soulèves. Le gabarit versus l'implication physique, des fois, ça peut devenir limité une fois dans la Ligue nationale, effectivement. Guillaume Villeneuve posait la question quelle importance, on en a comme glissé un mot tout à l'heure là, à ce sujet-là, mais quelle importance accordes-tu à l'année précédant l'année de draft? Exemple, Ivan Ryabkin, puis tu sais, on peut même parler de Igor Chernyshov l'année passée, tu sais, que ça avait comme un peu plafonné versus son année MHL la saison d'avant. Mais tu sais, comme là, l'exemple de Ryabkin, qui était très bon l'année passée, puis cette année, c'est moyen un petit peu, c'est peut-être un petit peu plus décevant. Est-ce que tu es du genre à pardonner une mauvaise saison d'année de draft parce que tu sais que l'année d'avant, il a été bon, dans le fond? Oui, c'est vraiment une excellente question. Par contre, avant d'y répondre, je renchérirais avec une autre question. Ce serait de savoir la dite réputation du joueur un an avant son repêchage, est-ce qu'elle est justifiée? Souvent, ce qui arrive, c'est que tu as des gars qui vont arriver sur le radar plus rapidement. Des fois, des late qui ont une saison junior supplémentaire ou des joueurs de l'Europe que des fois, ils vont être pro le temps de quelques matchs à 15 ans, à 16 ans. Fait que des fois, il y a des joueurs qui sont comme classés de manière hâtive un peu. Là, on les anticipe déjà comme étant des hautes sélections, puis c'est pas tout à fait justifié. Puis une autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est que ces gars-là, souvent un an avant leur repêchage, on ne va pas les évaluer en profondeur. Puis souvent, ce qui tape l'œil plus rapidement dès le départ, c'est les qualités qui ressortent. Fait que, si un gars il a un excellent coup de patin, ben, ça vient nous accrocher, ça vient nous séduire, c'est des habiletés individuelles, un bon maniement de rondelle, tout ça, ben, déjà, on est porté à avoir un bon prospect pour l'année d'après, mais quand on le regarde, des fois, c'est là que je mentionnais un peu les erreurs d'intelligence, les déficiences à ce niveau-là, ben, des fois, ça prend plus de visionnement avant de s'apercevoir de ça puis de l'évaluer correctement. Fait que, des fois, il y a des joueurs qui arrivent leur saison de repêchage, puis on dit des fallers. Ils descendent dans les classements, mais il y a eu des gars comme Matthew Savoy, c'en était un, Brad Lambert la même année, puis même Aaron Kiviariou l'an passé. Moi, c'est des gars que j'aimais pas du tout un an avant leur repêchage. Fait que, quand on a commencé à parler de chute ou de baisse dans les classements, moi, je ne trouvais pas qu'il baissait. Je trouvais qu'il était finalement évalué de manière qui était adéquate. C'était le retour à la normale, dans le fond. Oui, en plein ça. C'est mais ça. Okay. De l'autre côté, là, pour renchérir, je dirais, il y a des joueurs que, oui, on a vu plus souvent. Puis dans ce cas-là, ça serait judicieux de dire je vais quand même accorder de l'importance à ce que j'avais vu l'année d'avant. Puis là-dedans, j'avais 3 exemples. Le premier, ça serait Shane Wright, que, tu sais, à 15 ans à Kingston, c'est un gars qui était quand même un petit peu plus dynamique qu'il avait montré à son année de repêchage. C'est un gars qui contrôlait plus la rondelle, il créait plus de jeux. Puis quand il est arrivé son année de repêchage, Shane Wright, j'avais l'impression que c'est un gars qui se préparait pour la Ligue nationale. Fait qu'au lieu justement de tenter des jeux qu'il sait qu'il peut s'en tirer dans le junior, mais peut-être ne marcheront pas au prochain niveau, il essayait de jouer une game qui était très simple, fait qu'il déléguait beaucoup de responsabilités à ses alliés. Il faisait des jeux simples.
passer la rondelle, il allait se positionner en anticipant un retour de la passe qui souvent ne venait pas. Fait que, tu sais, Shane Wright, c'est ça, c'en était un. Puis finalement, moi, je me suis dit, ben, j'ai quand même vu des choses à 15 ans qui me laissent croire qu'il peut step up un peu. Puis ça a pris du temps, mais cette année, ça semble mieux aller que ça. Lucas Raymond, c'est drôle, parce que je m'en étais fait parler cette semaine sur Twitter, justement. Tu sais, Raymond, à 16 ans, il était vraiment bon. Tu sais, au Linka, il avait joué que c'était en Alberta avec justement Lafrenière, Kirby Dack, Dylan Cousins, tout ça. Puis Raymond, il avait vraiment été bon, puis il jouait comme un gars qui allait être le plus proche poursuivant de Lafrenière pour le premier rang à l'aube de la saison. Ce qui est arrivé avec Raymond, c'est qu'il a commencé en SHL. Il n'avait pas le gabarit pour jouer pro, ni la force physique. Puis en plus, il était sur un 4e trio. Fait que là, il n'y avait pas beaucoup de minutes. Fait qu'on n'était pas en mesure de l'évaluer dans un contexte offensif. Puis en plus de ça, ben, quand il était rétrogradé dans la J20, il se traînait les patins parce qu'il n'était pas content, il boudait. Au lieu de jouer contre son groupe d'âge chez les moins de 18, il jouait avec les moins de 20 ans. Il n'était pas capable de dominer 1-2 ans plus vieux que lui comme il l'avait fait l'année d'avant. Puis le tournoi U18, il avait été annulé à cause de la COVID. Fait que, tu sais, Raymond, moi, c'est un gars, je l'avais descendu à cause que on ne pouvait pas l'évaluer correctement son année de repêchage. Puis quand il jouait J20, il se traînait les pieds. Fait que je l'avais descendu 9, puis finalement, ben, je regrette un peu. Puis l'autre joueur, c'est Matthew Knies. Matthew Knies au championnat du monde junior A, que dans les dernières années, c'était quand même un bon tournoi à regarder. Là, justement, tu pouvais avoir des belles cartes cachées qui étaient là. Puis l'année que les États-Unis avaient Brandon Brisson, Sam Colangelo, Sean Farrell, tous ces joueurs-là, Matthew Knies, il était là. Puis c'était 1 an avant son repêchage. Puis je l'avais vraiment trouvé bon. J'avais même fait des tweets sur lui là, en décembre 2020. Puis plus tard dans l'année, j'avais regardé des matchs du Storms de Tri-City parce que je voulais voir un espoir pour le repêchage de 2020 qui jouait dans son équipe. L'enfant de cœur qui est Mitchell Miller. Fait que je sais pas si tu te souviens de lui un peu. Oh, oui, oui. Fait que, Matthew Knies, je l'avais vu beaucoup 1 an avant son repêchage. Puis ce qui est arrivé, c'est que son année de repêchage, il y avait des erreurs un peu d'exécution, mais il a pogné la COVID. Fait que ça l'a pas aidé. Puis une autre chose que les gens ignoraient, c'est que l'Université du Minnesota le courtisait pour qu'il aille jouer sa saison de repêchage avec eux au lieu d'attendre l'année d'après à 19 ans. Puis ça, toute la première moitié de saison, ça y trottait dans la tête, puis ça a comme un peu miné son jeu. Puis en deuxième moitié de saison, plus vers la fin de l'année, ça recommençait à bien aller, mais moi, j'avais comme... C'est ça, j'avais accordé trop d'importance à son mauvaise première moitié de saison. J'avais classé quand même dans les débuts 20, je pense que c'était comme 23, mais finalement, j'avais bien des guns avant de lui que j'aurais jamais dû le classer devant. Là, fait que, de ce que je vois, là, des joueurs que j'ai pu voir quand même beaucoup avant leur repêchage, la réponse c'est que c'est oui, j'aurais dû garder ça en tête là, pour relativiser le contexte un peu. Ouais, puis écoute, ça fait le tour de la question, honnêtement. C'était une bonne question, c'est encore une très bonne réponse. T'sais. J'aime le point que tu as amené, que l'évaluation était-elle judicieuse, était-elle juste l'année d'avant. Puis tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Tu sais, on a nommé juste Lambert, Kivi Ariou, mais tu sais, il y en a plusieurs là, qui sont classés haut 1 an, 2 ans avant, puis que finalement, tu sais, on se souviendra tous de Atu Ratti également, là, tu sais, qui est. Tu sais, moi, je l'avais pas vu l'année d'avant. Fait que je n'étais pas teinté par l'évaluation. Mais avec ce que tu me dis, je peux comprendre. Ratty, il avait beaucoup de talent offensif, il avait du talent individuel, fait que beaucoup de tape à l'œil. Moi, ça, je ne l'avais pas vu l'année d'avant. Quand je suis arrivé à son année repêchage, dans mes premiers visionnements, je me disais, ben voyons, pourquoi ce gars-là était étiqueté comme un top 5, un top 10 pour le repêchage? Ça n'a aucun sens, tu sais. Puis finalement, il a descendu là où il devait descendre. Puis jusqu'ici, la chute est quand même justifiée. Là, il n'est pas mauvais dans la Ligue américaine, mais il n'a toujours pas le step pour avoir un impact dans la Ligue nationale. Fait que c'est ça. C'est vraiment la justesse de l'évaluation qui est à prendre en compte aussi, là, 1 an avant. Alright. Petite question rapide.
Facile également. Question pour des comparatifs. Moi, ça, je déteste ça. Je sais pas si toi, c'est dans ta, dans ta palette là, pour te donner des comparatifs. C'est WGC Rankings qui demande des comparatifs pour Schaefer, Misa et Frondel. Pour Matthew Schaefer, l'an dernier, je le comparais un peu à un Thomas Harley plus, mettons. Puis cette année, je te dirais, c'est dur d'établir un comparatif avec lui parce que le style de jeu qu'il préconise, il n'y en a pas de défenseur en ce moment dans la Ligue nationale qui joue de cette façon-là. C'est un peu comme un quatrième attaquant. Là. À chaque fois qu'il y a la chance, il monte la rondelle ou il se porte en attaque. Il n'y a pas vraiment de comparatif avec lui. Puis, il y a des joueurs qui viennent un peu setter des précédents, que justement, il n'y a pas de comparatif, puis on ne sait pas comment qu'on devrait gérer ce cas-là. Lane Hudson, c'en était un. Excuse-moi, j'ai eu un truc adblock qui m'a comme. Je pensais que le podcast prenait fin. C'est ça. Fait que, Matthew Schaefer, de la façon qu'il joue, c'est sûr, mettons, ce qu'il fait dans le junior, tu dis dans la Ligue nationale, est-ce qu'on va lui permettre justement de sauter dans le jeu tout le temps et de se porter dans chaque attaque? Puis, honnêtement, moi, je pense que son impact et son talent va tellement être grand qu'il va venir un peu transcender les systèmes, la rigidité des systèmes, puis que justement, on va lui donner la latitude là, qu'il va toujours justement attaquer puis se porter en attaque. Fait que je pense qu'il va justement setter un peu un précédent dans son style de jeu. Pour Michael Misa, première des choses, moi, Misa, je le vois à l'aile. Comment il pense la game puis qu'il joue la game, exemple, dans les sorties de zone, comment il quitte son territoire, qu'il se positionne. Moi, je vois un ailier. Je ne dis pas que c'est impossible qu'il va jouer au centre, qu'il ne jouera jamais au centre, mais je vois un ailier. Misa, c'est vraiment le dynamisme. Fait que, dans les dernières années, on a eu des bons patineurs, mais on avait beaucoup de patineurs rapides qui jouaient en corridor. Adam Fantilli, c'en était un. Même Macklin Celebrini, on peut le rentrer un peu dans cette catégorie-là. Puis Misa, c'est un gars qui va utiliser son dynamisme en espace ouvert, qui va faire reculer les défenseurs, qui va attaquer les défenseurs en espace ouvert, en situation de 1 contre 1. C'est pas nécessairement un pur un finisher, là, un marqueur profil typique sniper. Puis côté fabrication de jeu, j'ai des réserves. C'est pas un gars que je vois, mettons, rendre ses coéquipiers meilleurs. Fait que pour toutes ces raisons-là, je le compare un peu à un genre de Taylor Hall sans le côté téméraire. Puis pour ce qui est de Frondel, j'ai pas vraiment de comparable là, pour l'ensemble du joueur. Par contre, il y a des nuances, des subtilités dans son jeu qui me rappellent un peu Leon Draisaitl. Les deux ont des gabarits qui sont similaires, un peu une même physionomie, sont faits stocky, plus coffrés un peu. C'est des gars qui sont peut-être lourds un peu sur leur patin. Par contre, Draisaitl, moi je trouve, il n'y a probablement aucun joueur dans la ligue qui est aussi bon que lui pour manipuler les angles d'approche des défenseurs qui viennent l'approcher justement le long des bandes. Comment il manipule les patins de ses adversaires et tout en réception de passe le long des rampes. Puis je vois ces flashs-là avec Frondel aussi. Fait que pour cet aspect-là du jeu, je le comparerais à Draisaitl, mais ensuite, je dirais que c'est un joueur peut-être qui est différent. Là. Mais je n'ai pas vraiment de comparatif là, global pour Frondel. All right. Il en reste quelques-unes encore, mais c'est surtout sur les espoirs en général. Je vais partager la question de Miserable for Misa. J'ai aucune idée c'est qui, c'est sur Twitter. On salue l'effort. Ça semble être un compte anglophone, puis traduit sa question. Là, fait que on salue l'effort. Si tu es Chicago, tu te retrouves premier à sélectionner. Est-ce que qui est ta sélection et pourquoi? Est-ce que tu prends Matthew Schaefer ou tu penches pour un autre joueur si tu es Chicago et que tu choisis premier? C'est Schaefer, c'est sûr et certain. Il y a un gros gap entre Schaefer et Misa qui est deuxième. Fait que c'est sûr et certain que c'est Schaefer. All right. Victor Saint-Pierre pose comme question. Je pense que c'est pas mal la dernière pour le repêchage. Sinon, on a un petit exercice de vrai ou faux à la fin là, qui implique des joueurs de cette année. Mais concernant Roger McQueen,
On n'en parle pas beaucoup parce qu'il est blessé quand même, mais ça reste un espoir qui était quand même catégorisé par un des recruteurs sondés par Bob McKenzie à la liste préliminaire comme étant un first overall. Il y a un recruteur de la Ligue nationale qui s'avançait en disant que Roger McQueen pourrait sortir premier. Bon, là, c'est plus le cas aujourd'hui, là. Mais est-ce que Roger McQueen est le Caden Lindstrom de 2025? Est-ce qu'il y a un risque de repêcher Roger McQueen considérant l'historique de blessures que l'on connaît présentement? Ben, pour ce qui est de cette question-là, si le risque est aussi élevé, c'est difficile à répondre parce qu'on n'a pas les bilans médicaux. Puis même à ça, ben, on n'est pas autant qualifié que les organisations qui ont un. Techniquement, au niveau médical, c'est toi qui es le plus qualifié dans le TSLH Ouais. Espoir. Avec Seb, mettons. Ouais, sauf que les équipes, ils ont quand même, justement, ils ont un staff médical. Lindstrom, l'an dernier, il y a une game d'agents aussi. Là, l'an dernier, tout ce qu'on entendait avant le repêchage, c'est qu'il allait être correct. Là, il était prêt à jouer et tout ça. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Fait, pour ce qui est du risque, je ne suis pas en mesure de répondre, mais la question à laquelle je peux répondre, c'est est-ce que la récompense est aussi élevée que Lindstrom? Dans cette question, pour cette question-là, la réponse, moi, c'est non. McQueen, moi, quand il était en santé, je le voyais plus justement là, aux alentours de 10 à peu près là, sur ma liste. C'est sûr, le gabarit, c'est possiblement la meilleure paire de main de tout le repêchage, mais par contre, pas un fabricant de jeu inné, mettons. Là. Puis, en avantage numérique, moi, quelque chose qui me dérangeait, c'est qu'il a le doigt sur la gâchette facilement. Là, c'était toujours tir sur réception, tir sur réception. Puis, il n'y a pas un super de bon tir sur réception. Fait que ça montre deux choses. C'est que d'un, le gars, il n'est pas tout à fait conscient des limitations dans son jeu. Puis de deux, ça venait un peu cacher justement la faiblesse que je mentionnais, que c'est pas le meilleur pour faire circuler la rondelle, puis créer des lignes de passe. Là. Fait que tu as le gabarit, les mains, le patin, mais comment il crée les jeux, je n'étais pas certain que c'est un gars qui a un potentiel top 6 LNH. Là. Potentiellement, oui, mais j'en ai pas la certitude. C'est drôle que tu parles de la game d'agent parce qu'on a parlé avec un agent, Marc-Olivier Daigle, agent de la GMQ, puis dans des discussions, on parlait de Maxime Massé là, qui avait fourni un certificat comme quoi il y avait une condition au niveau de son cardio. Puis Marc-Olivier nous avait quand même surpris en disant presque que c'est de la bullshit, là, comme pour justifier le fait que Maxime Massé est sorti plus loin ou qu'il avait un moins bonne endurance sur la patinoire. Puis il disait que souvent c'était des games d'agents dans ce temps-là, qu'il sortait un argument un peu bidon. Puis tu sais, à l'inverse, quand tu as un gars qui est réellement problématique au niveau médical, ben là, les agents ont tendance à te cacher un peu parce que tu veux que ton client se fasse repêcher le plus haut. Fait c'est quand même particulier, pareil, les jeux de coulisses qu'on n'est pas au courant nécessairement, puis que après ça, on arrive au repêchage, puis on essaye de justifier telle sélection, alors que la justification peut être aussi simple qu'il y a eu une game d'agents en arrière. Là, c'est quand même particulier. On est rendu. Alright. C'est des joueurs qui. En tout cas, il y en a un là-dedans que je sais que tu appréciais beaucoup. Là. Fait que j'ai hâte de t'entendre là-dessus, Simon. La question, c'est de David Poulain qui aimerait connaître le potentiel de Marek Vanacker, Liam Greentree et Riley Heidt pour la Ligue nationale de hockey. Vanacker, moi, c'était un de mes joueurs préférés l'an passé au repêchage. Vanacker, c'est un gars il peut jouer sur n'importe quel trio. Fait, du premier au quatrième trio, il s'insère bien dans un alignement, puis il apporte quelque chose d'unique à chacun des trios. Une des grosses plus-values avec lui, c'est que du moment qu'il embarque sur la patinoire, les chances que ton équipe s'empare de la rondelle sont vraiment élevées. Il est excellent pour soutirer le disque à ses adversaires. Il brise beaucoup de jeux avec son bâton. Il est bon sur l'échec avant. Puis je pense qu'il y a suffisamment d'offensive en lui pour jouer sur un top 6, même être un complément à la limite. Des fois, tu regardes les alignements des équipes qui font des runs en série.
t'en as là, des joueurs sur les 2 premières lignes que tu dis, ben, c'est pas un typique top 6, mais il apporte quelque chose d'unique, puis il contribue, puis ça devient un bon complément. Fait que moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu Van Acker, puis tu sais, le coup de patin, l'intensité, puis je trouve que ses habiletés de fabricant de jeu sont sous-estimées. Je le comparais à J.J. Peterka de Buffalo l'an passé. Puis quelque chose que j'aime avec Van Acker, c'est que là, il est revenu au jeu, ça commence à faire un mois ou deux. Là. Il y a un retour qui était un peu lent, mais c'est à la seconde qu'il est revenu au jeu, tous les joueurs des Bulldogs, tu as vu un shift au niveau de leur mentalité sur la glace. Les gars, ils étaient tous plus baveux, ils étaient tous plus physiques. Après les sifflets, ça se pognait plus. Fait que, c'est un gars qui amène tout le monde dans un combat là, quand il y a de l'alignement. Puis, c'est un maniaque là, dans ces situations-là, là, les confrontations après les sifflets. Là, il essaie quasiment d'arracher la tête là, des autres joueurs sur la glace. Moi, j'aime vraiment ça. Fait que, ouais, Van Acker, c'est un gars que j'aime beaucoup. Pour ce qui est de Green Tree, c'est un potentiel top 6, potentiel quand même gros producteur de points. Moi, c'est un gars qui a bougé quand même beaucoup sur ma liste l'an passé. Je dirais en deuxième moitié de saison, il était top 8 pendant quand même une bonne secousse. Puis j'ai même flirté avec l'idée de le monter plus haut, peut-être 7e, peut-être 6e. Puis ce qui est arrivé, en fait, le sens du hockey sans la rondelle, il est peut-être un peu questionnable. Fabricant de jeu, c'était pas super, super. Puis il y avait des choses qui me dérangeaient. C'est un gros bonhomme, mais il frappe pas du tout. Fait que je le trouvais un peu soft. Puis le fait que Windsor, c'est vraiment une équipe faible, je pense que ça cachait un peu certaines de ses déficiences côté sens du hockey. C'est que des fois, il y avait des flashs qui prenaient les choses en charge dans ses mains. Puis il contrôlait le jeu. Il était partout sur la glace. Il montait la rondelle. Puis c'était bien beau, sauf que ça venait un peu pardonner qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire, mais des fois, il n'était pas en bonne position, il y avait des choses comme ça, puis il ne faisait pas des fréquences qui étaient suffisamment élevées à mes yeux. Puis son coup de patin, c'était une lacune. Il y a quand même eu une grosse amélioration dans la première moitié de saison, puis ça a comme changé un peu c'est quoi qui est comme joueur. Fait qu'au début, c'est un gars qui a des excellentes mains, mais première moitié de saison, il utilisait beaucoup ses mains en position statique. C'est pas un gars qui patinait avec la rondelle, qui créait des jeux. Puis, étant donné que son coup de patin, il était quand même moyen tout au plus là, en deuxième moitié de saison, je me suis posé la question, un coup dans la Ligue nationale, si son patin il est encore moyen comme ça va-tu redevenir un gars qui est plus statique, qui est moins en mouvement? Fait que, j'avais des petites interrogations. Puis Greenfield est arrivé au Combine l'an passé, puis c'était un des gars qui avait le pourcentage de gras le plus élevé. Ce qui est quand même intéressant à noter. Là. Puis cette année, en tout cas, il a l'air à s'être pris en main parce que déjà sur glace, il apparaît beaucoup plus dynamique. Fait que c'était une question qui était un peu out of shape, il avait besoin de brûler du gras de bébé un peu, là, mais cette année, il est plus dynamique. Fait que, tout pointe en la direction que ça va être un très bon choix de la part des Kings. Fait que c'est un potentiel top 6. Puis pour ce qui est de Riley Height, je vais faire ça court. Moi, je le vois comme un tweener. Je pense pas qu'il va s'établir dans la Ligue nationale. C'est pas un espoir que j'aime. Puis, c'est un gars qui joue au centre. Je le trouve très soft quand même. Défensivement, c'est pas très bon. Il est pas super fort. Fait que, je le vois pas, admettons, gérer les rigueurs d'être un centre sur pivoter des 2 premières lignes. Puis, tu peux pas le voir sur un 3e, 4e trio. Puis même si tu le mets à l'aile, je peux pas anticiper voir ce gars-là faire de l'échec avant puis aller chercher des rondelles dans les coins. Là. Fait que, pour moi, Riley Height, c'est un gars, c'est sûr. Je le vois pas là, avoir une carrière à long terme dans la Ligue nationale. À la limite, ça va peut-être être un genre de joueur 4A là, qui est très bon pour la Ligue américaine, mais qu'il n'est pas capable de prendre le step puis jouer top 6 LNH. Puis, dans son cas, c'est ça. C'est top 6 ou rien du tout. Ben, c'est ça. C'est surtout ce qu'on notait à son année repêchage. Puis, ça n'a pas vraiment changé dans le cas de Riley Height. Mike Lemieux. Bon vieux Mike. Longtemps. On s'ennuyait, Mike. Mike mentionne que pendant un temps, on voyait des jeunes de 18, 19, 20 ans arriver dans la ligue puis rapidement dominer, s'imposer, avoir un impact. Puis maintenant, ça semble un peu plus compliqué.
Mike, il sort les exemples de Leo Carlson, Mason McTavish, Adam Fantilli, Matthew Beniers, que, tu sais, première saison, ça se passe bien, puis à un moment donné, il y a comme un mur qui se frappe. C'est comme dur pour les jeunes maintenant de pogner le prochain niveau. Mike a lu quelque part qu'un scout amateur parlait d'un manque de IQ chez les jeunes depuis quelques repêchages. Selon toi, Simon, comment expliquer cette difficulté-là des jeunes à dominer dans la Ligue nationale? Puis, tu sais, est-ce que cette affirmation-là de dire que les jeunes qui arrivent dans la Ligue nationale manquent de IQ, est-ce que c'est justifié? Ouais, je l'avais vu la citation, que j'avais bien aimé, là, compte tenu que, comme je disais dans les dernières années, des fois, il y avait des joueurs que je remettais ça en question chez eux, puis j'étais là, voyons, comment ça se fait que ça sort pas plus? Fait que j'avais quand même, j'étais content de lire ça. Pour ce qui est de la difficulté à dominer, là, ma réponse n'est pas super élaborée, mais je dirais simplement que le calibre augmente tellement d'année en année que c'est normal que ça va prendre une période d'adaptation. Peu importe de la ligue que tu proviens, la marche ça va être très haute. Puis, juste pendant la COVID, admettons, on avait des rediffusions de matchs, là, je sais pas, là, le fameux printemps 2011. Là. Puis tu regardais le calibre de jeu de 2011 à aujourd'hui, puis tu as quasiment l'impression que c'est deux ligues complètement différentes. La vitesse est toujours de plus en plus élevée. Fait que pourquoi que les gars ils ont plus de misère en arrivant dans la ligue, je dirais c'est ça. On est tellement rendu haut que ça nécessite un peu de temps pour s'acclimater, pour. Il y a des choses que tu dois comprendre de par toi-même que des fois, ben, c'est ça. Ça peut nécessiter du temps un peu. Là. C'est pas mal ça que je dirais. All right. Dernier petit exercice. C'est Cédric Lorrain. C'est un membre assez fidèle du Patreon, Cédric. Qui a suggéré cet exercice. Puis honnêtement, je la trouvais intéressante. Dans son message, il disait « Salut, je ne sais pas si ça peut être intéressant, à vous de juger. Voici un segment vrai ou faux avec des courtes explications. » Puis il a sorti quelques takes, si on veut. Puis ça va être à toi, Simon, d'évaluer vrai ou faux, puis avec une courte explication. Fait que je trouvais, on va jouer un petit jeu avant de finir, mon Saint-Lô. Vrai ou faux? Radim Murtka est meilleur que Anton Silayev. Faux. Silayev, bien meilleur patineur, meilleur défensivement, plus physique. Puis Murtka, dans le fond, moi j'ai l'impression que son offensive est là un peu par opportunité. Là, à Seattle, ben, il joue beaucoup de minutes, les premières minutes, ben, les minutes de la première avantage numérique. Puis quand tu regardes un peu comment il produit ses points, il n'y a rien qui m'indique que ça va être une plus-value, mettons, dans la Ligue nationale. Là, fait que, Silayev, pour moi, c'est un no-brainer. Là. Vrai ou faux? Il va y avoir un maximum de 6 joueurs de 70 points réguliers dans la QV 2025. Je dirais avec vrai. Pas beaucoup de joueurs qui, pour moi, ont des chances de jouer sur un premier trio. Là. Même sur un top 6, j'en compte pas beaucoup, fait que j'irai avec vrai. Vrai ou faux? Cameron Schmidt n'est pas assez talentueux pour faire oublier son 5 pieds 7. Vrai. Tantôt, on parlait de no draft. Là, Schmidt, c'en est un. J'ai vraiment pas regardé beaucoup cette année parce qu'à chaque fois que je voyais un joueur que je me dis, je prends pas ce gars-là. D'un, il figurera pas sur mon top 32. Puis c'est ça. C'est pas nécessairement qu'il manque de talent, mais lui, il en avait beaucoup d'interrogations par rapport justement le hockey IQ. Des fois, il fait des jeux, ça me rappelle un peu Andrew Crystal. Il déjoue un premier joueur, il se retrouve en bonne position pendant un lancer, puis il tente un autre fight, puis il se sort lui-même de l'intérieur. Il gagne l'intérieur, puis après, il retourne vers l'extérieur en cherchant à déjouer d'autres gars ou à changer son angle, peu importe. Là. Fait que moi, c'est un gars rapidement dans l'année, je l'ai comme clairé un peu de ma liste, puis j'ai dit je ne perdrai pas plus de temps à le regarder là, cette année. C'est drôle que tu parles de Crystal parce que je me rappelle dans le Linka, c'est le premier joueur à qui je comparais
Cameron Schmidt, puis c'était Andrew Crystal. Puis je n'avais parlé avec Pascal, puis il dit non, non, attends un peu. Je l'ai regardé le tournoi en décalage, là, c'était pas en direct. Il dit attends un peu, il dit check bien plus tard dans le tournoi, puis ça. Puis pendant le tournoi, là, tu voyais un petit peu plus de touches de rugosité de Cameron Schmidt. Il allait au filet, il a scoré ses buts proches du gardien de but. Fait que on dirait que là, j'hésitais si tu un Andrew Crystal ou c'est un gars qui est capable justement de faire abstraction de son gabarit. Puis tu sais, dans le prélim au TSLH Espoir, c'était un gars qui était majoritairement, pas haut, mais tu sais, il était plus haut en tout cas que dans le mid. Je pense que justement, là, on commence à voir, en tout cas, les gars commencent à se rendre compte, comme tu dis, qu'il y a des limitations au niveau de son gabarit. Là, vrai ou faux? Joshua Ravensburgen sera le premier gardien sélectionné. Je ne suis pas en mesure de répondre parce que je regarde pas tant les gardiens de but juniors. Fait que je vais laisser Matt répondre à ma place. C'est lui qui check les gardiens. Fait que la réponse est faux. Je vais y aller avec Andreanov avant. Mais, écoute, je tomberais pas en bas de ma chaise pareil avec un gabarit comme Ravensburgen. C'est juste que, présentement, je préfère Andreanov à lui. Vrai ou faux? La QV sera aussi faible que celle de 2021. J'irai avec vrai. Par contre, 2021, ce qui est intéressant, c'est qu'en deuxième ronde, tu avais beaucoup de bons paris. Matthew Nice en est un, Scott Morrow en est un, Ville Koivunen, que j'aimais bien, il était en deuxième ronde. Fait que tu avais quand même beaucoup de bons paris à prendre en deuxième ronde. Il y a des joueurs que, un gars comme Nice, il n'aurait jamais dû glisser jusque-là. Par contre, comme j'avais dit au début, cette année, je ne vois pas vraiment de beaux paris là, dans les rondes 2, 3, 4. Fait que puis j'aime pas vraiment le repêchage en général, là, fait que vrai. La prochaine est juste pour toi, Simon, parce que je le sais, tu l'as dit en début de podcast, puis on t'a souvent lancé des fleurs. Je pense que tu nous écoutes, mais on t'a souvent donné le crédit pour ce joueur-là que tu as vu arriver très tôt l'année passée. Vrai ou faux? Jake O'Brien sera sélectionné dans le top 4. Je suis pas sûr. C'est ça, hein? Ça vient titiller un peu parce que toi, tu l'aimes, mais est-ce qu'une équipe va vouloir le prendre dans un top 4? La question est différente, pareil. Hein? La dernière liste de McKenzie, je ne me rappelle plus c'était quand, c'est peut-être fin janvier, il y avait un recruteur l'avait aussi haut qu'au 6e rang. C'est un peu avant son explosion offensive. Au plus haut qu'il était, c'était 6, puis au plus bas, c'était 17. Fait que là, je pense qu'il va monter un peu, là, mais de là à dire qu'une équipe va le prendre 4, je ne suis pas certain. Ouais, dans la liste de mi-saison de Bob McKenzie, il a fini au 9e rang. C'est en fonction des classements de tout le monde, là, la moyenne des votes. C'est vraiment ça, la liste de Bob McKenzie. C'est des votes. Il avait fini 9e, mais effectivement, il y avait des recruteurs là, qui l'avaient mis plus haut et plus bas. Fait que dans la moyenne, c'était 9, mais ça se pourrait qu'il monte. Là. Fait que ça va être intéressant à suivre. Vrai ou faux? Les Sharks vont échanger leur premier choix pour ne pas gagner la loterie et garder leur chance pour le Derby McKenna. Ça serait trop audacieux, fait que je vais y aller avec faux. C'est bold, pas pire, ça. Tu y vas-tu avec vrai ou faux, Simon? Ah, j'avais dit faux. Ah, excuse, j'avais pas entendu. Je pense que ça avait coupé pendant. Alright. Prochaine. Vrai ou faux? Les gars du programme américain sont meilleurs qu'on le pense et qu'un variable hors glace affecte les performances. La variable hors glace, je ne sais pas du tout. Par contre, j'aurais tendance à me ranger du côté des vrais. Il y a quand même quelques joueurs qui sont pas si pires. Moi, j'en ai 2 qui sont top 32. Murtagh puis William Moore. Fait tu sais, Murtagh, c'en est un, là, début d'année, moi, il flirtait, il était, mettons, 11e. Là. Puis là, dans les derniers visionnements, j'ai vu, il m'a quand même beaucoup déçu. Puis ça m'a surpris, c'était vraiment l'implication qui faisait défaut, ce qui était
jamais quelque chose que j'aurais anticipé en début d'année. Là. Mais potentiel top 6, même si le sens hockey il est peut-être juste dans la moyenne. Murtagh, c'en est un là, que si tout va bien, ça peut être je le voyais un peu comme un genre d'ailier de puissance à la Jake DeBrusk. Là. Justement, ailier de puissance très rapide, qui amène des rondelles au filet, qui a du talent, mais le sens du hockey il est peut-être moyen. C'est un peu comme ça que je le voyais, Murtagh. Peut-être qu'en fin de saison, il va pouvoir se reprendre puis remonter un peu dans les listes. Puis William Moore, ça va bien dernièrement. Les derniers visionnements que j'ai vus, là, j'ai été surpris quand même. Fait que moi, je pense qu'il va en avoir deux. Là. Ces deux-là pourraient sortir en première ronde. Dernière et non la moindre. Puis c'est un défenseur que tu as parlé, que tu apprécies quand même, je crois. Vrai ou faux? Jackson Smith est le David Jiricek de 2025. Je sais pas vraiment c'est quoi qu'il entendait par là au départ. Fait que c'est comme dur à répondre un peu. Là. Mettons, on va y aller Boomer Boss, mettons, Euh, avec cette vision-là. Ou un gars peut-être qui va être repêché très haut pour ses habiletés en tant que tel, mais que le IQ est peut-être pas. Tu sais, je sais pas, là, moi j'ai Jackson Smith, je l'ai pas regardé. Là, tu sais, je me fie beaucoup plus au profil de Jiricek à son année repêchage. Tu sais, on entrevoyait un défenseur droitier avec un shot, avec une mobilité, tu sais, des habiletés individuelles très intéressantes, mais je pense que tout le monde était unanime que le IQ c'était problématique. Je sais pas si ça peut être dans cette vision-là. ouais, peut-être. Si c'est le cas, ben, moi, Irichek, je l'aimais quand même. Il était 6 je pense, sur ma liste. Fait que j'irais avec un vrai. Là. Je sais que publiquement, c'est pas tout le monde qui l'aime autant que ça. Là. Fait que, ouais, probablement un vrai. Et, Smith, mettons, début de l'année, moi, ce que je voyais en lui, c'est un joueur que, inévitablement, il allait connaître une crise d'identité. Plus tard, mettons, son arrivée chez les pros, c'est que c'est un 6 pieds 3, c'est un excellent patineur. Puis, il s'est comme découvert un peu des talents offensifs qui sont arrivés uniquement cette année. Puis, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'il sautait sur la patinoire, c'était comme une opportunité d'aller essayer des choses, sans que ça soit vraiment dans son registre là, par le passé. Puis, je voyais beaucoup de montées avec la rondelle, des jeux dans la zone offensive, que je me disais, ça sera pas ça son calling card, sa game dans la ligne nationale. Fait que ça me sert à rien d'accorder de l'importance à ça, puis de le faire monter dans ma liste par rapport à ça, parce que c'est pas ça qu'il va faire. Puis de l'autre côté, sa game défensive, il y avait quand même des choses à corriger. Fait que là, j'étais là, ben, oui, t'es dans le junior, puis c'est le temps d'en essayer des choses, puis de te développer un peu des nouveaux skill sets, mais il va falloir qu'il tranche, là, c'est quoi qu'il veut être au prochain niveau, puis il y a eu un moment donné que l'offensive a commencé à me séduire. Je commençais à me dire, bon, ben, il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui font bouger les boîtes défensives comme lui quand il y a la rondelle à la ligne bleue, qui se déplace comme qu'il fait. Je commençais à beaucoup aimer justement les lignes de tir qui pouvaient s'ouvrir avec son patin. Même les montées avec la rondelle, je commençais à être vendu. Je te dirais, mes derniers visionnements, là, je suis retourné un peu en période d'interrogation. Puis défensivement, c'est ça. C'est un gars, il a un excellent bâton. Pour défendre les entrées de territoire, il est super bon. Il ferme les gaps rapidement, puis il a même commencé à appréhender un peu son gabarit de 6 pieds 3. Mais il y a des déchets encore dans son jeu. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de difficultés à nettoyer le devant de son filet. Puis souvent, il est comme un peu hypnotisé par la rondelle, fait qu'il oublie un peu son joueur. Fait que, c'est ça. J'ai encore des interrogations, mais compte tenu du repêchage, moi, il est quand même en position avantageuse, mettons, sur une liste. Là. All right. Avant de terminer l'épisode, Simon, y a-tu des joueurs ou des sujets ou que tu voudrais ajouter à cet épisode de questions-réponses? Excellente question. J'y ai pas vraiment pensé. Là. Je me fiais plus un peu aux questions. Puis, Ouais, hein? Non, des c'est joueurs. parfait. Des fois, je pose la question, des fois, tu te serais dit, ah, écrive tel gars, j'aurais aimé ça en parler, ou tel sujet d'un espoir en particulier, j'ai oublié, tu sais. Fait que je pose la question, s'il n'y a rien, on finit ça, puis that's it, là. Ouais, c'est ça.
rien vraiment en particulier. De toute façon, ben, je vais encore produire du contenu écrit à la tonne cette année, fait que je vais probablement répondre à tout ce que j'aurais aimé dire chez les joueurs. Là, ça va se retrouver dans le contenu écrit. Les vidéos aussi, je devrais recommencer à les faire là, probablement en fin de semaine ou la semaine suivante. Là. Fait que je vais être en mesure de comme vraiment étaler là, en détail comment je vois les joueurs, puis les forces ainsi que les faiblesses avec des exemples concrets. Là, fait que... Et puis là, cette année, en plus, Saint-Lô, je t'ai trouvé une façon que ton texte se charge bien. Ouais. Ça va être le fun, ça. Une petite interface là, qui se déroule. Là. On checkera ça ensemble, mais pas que... Ça va être user-friendly, puis non, on va pas tenter de quoi de popper. Je suis pas mal sûr. C'est bon. Simon Saint-Lô, merci beaucoup d'être passé sur le podcast. Merci d'avoir partagé tes observations, tes tendances, on veut, pour ta liste de repêchage 2025. On peut te suivre sur Twitter, 19 Simon19, si je me trompe pas, ton handle. En plein ça. Ouais, d'habitude, ma mémoire de chiffres est pourrie, puis je me rappelle de ça. Fait que ça démontre à quel point je t'apprécie. Mais non, pour vrai, merci beaucoup d'être passé sur le podcast, puis on te suit sur Twitter. Simon, pour les gens qui suivent le TSLH Espoir, Simon va produire son top 32 sur le site qui va être accessible. Son top 32 regroupe tous les profils, les analyses détaillées qu'il fait pour chaque joueur. C'est vraiment une bible. Puis tous les liens vers ces profils-là vont être accessibles dans le guide version PDF. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à tous les profils de Simon via le guide. Puis, ben, son top 32 va se retrouver également dans le guide du TSLH Espoir. Simon Saint-Lô, un gros merci d'être sorti de ton hibernation et d'avoir partagé une petite pinte et tes connaissances avec moi sur le podcast.